Bonjour à tous. Nous avons déjà commencé une révision sur la partie mécanique. Nous avons fait des exercices. Aujourd'hui, je vous propose un examen blanc pour vous entraîner à l'examen national. Pour les nouveaux abonnés, essayez de revoir les capsules. Ils sont numérotés. Pour l'examen d'aujourd'hui, je vous laisse dans la boîte de description le sujet. Prenez le sujet, essayez de le refaire et de vous entraîner. Bon courage. Commençons tout de suite notre exercice. Lisez attentivement l'énoncé que vous allez retrouver dans la boîte de description. Je vous laisse le lien dans la boîte. Bon, je lis l'énoncé de la première partie. Partie 1. Mouvement d'un solide sur un plan incliné. On considère un solide de masse M susceptible de glisser selon la ligne de plus grande pente d'un plan incliné faisant un angle alpha avec l'horizontale. Voici le schéma. À partir de la position O, sous l'action d'une force F constante, le solide S passe par la position A avec une vitesse VA. On étudie le mouvement du centre d'inertie du corps S dans le repère OI. Voici votre repère. Lié à la Terre et qui est supposé galénien. On vous donne l'abscisse à l'instant t égale à 0. On la note x0. On vous donne des données de la masse g et alpha. Et première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, de vérifier et de montrer que d carré x g sur dt égale f sur m moins g sinus alpha. Donc dans ce genre de problème, toujours en mécanique, vous savez la méthode. Vous commencez toujours par définir le système étudié. Système étudié. Et si le système étudié, c'est le corps S, bon, on va mettre en guillemets ici, entre parenthèses, solide S. Ensuite, vous cherchez les forces qui agissent sur votre système. Bilan des forces extérieures. Là, vous faites très attention ici, on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, donc vous avez la réaction qui sera perpendiculaire à la normale. Première force, c'est le poids. Poids du corps S. Ensuite, vous avez la réaction. Réaction du plan incliné. Du plan incliné. Et troisième force, c'est la force qu'on vous donne ici, la force qui est supposée constante, la force d'attraction. On écrit force d'attraction. Après cette étape, vous allez appliquer tout simplement la loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Dans la deuxième, donc vous le savez, c'est sigma des forces extérieures égale à MAJ. Et si sigma des forces, ça représente tout simplement le vecteur P plus le vecteur R plus le vecteur F égale à MAJ. Notons cette relation, par exemple, relation 1. Bon, pour se débarrasser des vecteurs, vous passez à l'écriture suivant les normes. C'est-à-dire de projeter votre réaction. Bon, projection de 1 sur l'axe OX. C'est sur cet axe-là. Bon, pour projeter les forces, d'abord, il faut les représenter. Bon, vous avez le poids à partir de votre centre de gravité, le centre d'inertie ici, vous allez représenter le poids. Bon, faites très attention, la plupart des élèves commettent l'erreur, parfois ils représentent le poids perpendiculaire au plan incliné. Non, c'est toujours la verticale. Il faut toujours vérifier que vous avez ici un angle droit. Il ne faut pas commettre cette erreur. Ensuite, chaque fois que vous avez ce genre de problème, vous travaillez sur l'axe du mouvement et l'axe perpendiculaire au mouvement. Ici, c'est la normale. Bon, on va noter par exemple cet axe
GY par exemple. Bon, la réaction, là aussi, je rencontre plusieurs fois cette erreur. On met la réaction à partir du centre de gravité. Non, la réaction c'est à partir du contact avec le sol. Ça c'est la réaction. Et pourquoi je la mets perpendiculaire au plan? Parce que dans le texte on dit que les frottements sont négligeables. Sinon votre réaction sera sera déviée vers le sens contraire du mouvement, incliné par un angle alpha qu'on appelle l'angle de frottement. Ici, ce n'est pas le cas. Bon, continuons. Maintenant, pour projeter, vous allez projeter votre vecteur sur l'axe. C'est-à-dire, la projection de P sur l'axe, ça vous donne ici un vecteur, là, que je nomme Px. Px. Bon, pardon, là ici, j'ai effacé le sinus alpha. Je profite de la même occasion pour projeter aussi, parce qu'on nous aura besoin dans la suite du texte, vous pouvez faire aussi la projection ici, ça vous donne PY. Ça veut dire que votre vecteur P, c'est Px, c'est la composante du poids sur l'axe des X, plus PY, qui est la composante sur l'axe des Y. Bon, maintenant, regardez le triangle là, O, je le nomme par exemple KH, le triangle KH, si vous le comparez avec l'un des triangles là, vous allez trouver des triangles semblables. Bon, vous n'avez qu'à utiliser les propriétés de triangles semblables, angle par angle, vous allez trouver que alpha, c'est là, alpha, et là aussi c'est alpha. Bon, on va voir par la suite à quoi ça va nous servir pour déterminer cet angle dans les petits triangles. Bon, en projetant la réaction, qu'est-ce qu'on va mettre? La projection de P, c'est moins Px. Pourquoi moins Px? Parce que le Px, elle est opposé au sens du mouvement. Regardez le vecteur unitaire qui se dirige vers le haut, alors que Px est en bas, on va mettre le signe moins. Pour R perpendiculaire, donc il n'a pas de composante, c'est 0. Et pour F, comme vous voyez, il se trouve dans la direction de I, donc c'est positif. Donc plus F. Égale bien sûr M à G. Cette relation, je peux l'écrire comme ça. M à G égale moins Px plus F. C'est tout simplement inversé. Bon, vous savez que AG, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse. Et c'est encore la dérivée seconde de l'abscisse. Donc on peut écrire d carré x sur dt2. Donc d carré x de l'abscisse du centre de gravité. Égale moins px. Bon, px, ce n'est pas une donnée du texte. La donnée du texte, c'est le poids. Comment on va écrire px en fonction de p? Bon, regardons ici le schéma. Vous avez, si vous utilisez ce triangle-là, vous avez sinus de l'angle alpha. C'est le côté opposé. Le côté opposé ici, c'est px. Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est y. L'hypoténuse, c'est p. Ça veut dire que px, c'est p sinus alpha. Donc, on va remplacer ici par P, c'est mg, donc c'est moins 1, mg. Et le px, c'est mg sinus alpha. Plus f. Regardez l'égalité. Vous avez m de ce côté-là, là non. Bon, on va diviser les deux membres de l'égalité par m pour tomber sur l'équation qu'on nous a donnée. Donc d carré xg sur dt2 égale moins g sinus alpha plus f sur m. Si vous comparez ça avec ce qui a été donné, donc on aura la même chose, sauf qu'on a ici f sur m moins g, c'est la même chose.
Donc ça veut dire qu'on a montré que d carré x sur gt2 égale à f sur 1 moins g sinus alpha. Passons maintenant à la deuxième question. La figure 2, c'est ça, la figure 2. Toujours vous allez voir dans votre texte. La figure 2, dans l'évolution de la vitesse vt, déterminez graphiquement la valeur de l'accélération. Alors là, vous savez que l'accélération, ça c'est la question 2 de 1. L'accélération, par définition, c'est la variation de la vitesse sur la variation du temps. C'est dx sur dt qu'on peut écrire aussi delta v sur delta t. Et qu'est-ce que ça représente? Sur notre graphe, l'accélération, c'est tout simplement la pente de cette droite. Parce que la courbe, ici, est une fonction affine, qu'on peut réécrire v égale a fois t. Avec a, c'est le coefficient directeur, ou bien la pente. Et ici, a, c'est tout simplement l'accélération. Bon, on va prendre 2 points sur notre droite pour déterminer cette accélération. Et vous profitez des points qui ont été donnés dans le texte. Bon, vous avez le point 0,4 secondes, et le 0,4 secondes 0,5, et le point 0 pour trouver. Donc, on va mettre par exemple ici, delta V, c'est 0,5 moins 0. Cette différence-là, c'est en mètres par seconde. Et 0,4 moins 0, 0,4 moins 0, c'est en secondes. Donc, on va trouver quelque chose en mètres par seconde carré, c'est-à-dire 5 sur 4. Ça, si diviser 5 sur 4, ça vous donne 1,25 mètres par seconde carré. Ça, c'est la deuxième question. C'est l'accélération de votre mouvement. Passons à la question 2.2. Lisez toujours attentivement votre énoncé. Dans 2.2, on vous dit calculer l'intensité de la force F. Bon, comment vous allez faire pour trouver l'intensité de la force F? Bon, tout simplement, vous essayez d'exploiter votre relation de départ. Là, d carré x sur dt, c'est tout simplement l'accélération. C'est ag égale moins g sinus alpha plus f sur m. Ce qui nous donne f sur m égale ag plus g sinus alpha. Bon, je vais effacer cette partie par on n'a pas besoin. Continuons là. Bon, à partir de cette relation, on peut tirer le f. Donc f est égal à m facteur de ag plus g sinus alpha. Ça, c'est l'expression de votre force. Application numérique et calculons la valeur de la force. Ça va nous donner F égale. Dans le texte, on vous donne la masse, c'est 100 grammes. Donc 100 grammes, ça fait 0,1 kg. C'est-à-dire 100 multiplié par 10 puissance moins 3. Facteur de l'accélération, vous avez trouvé la valeur, c'est 1,25. Plus G ici on vous donne 10. Donc 10 fois sinus de l'angle alpha. L'angle alpha c'est 30. Donc 30 c'est 1,5. Ce qui va vous donner F égale 0,1 fois 1,25 plus 5. Donc 5, ça fait 6,25. Donc 6,25 fois 10 puissance moins 1. C'est-à-dire 0,625. 0,625 si je ne me trompe pas. Ça c'est la force F. Ensuite, à partir de la position A, le solide n'est plus soumis à la force F et s'arrête en une position B. C'est-à-dire à partir de ce point-là, vous arrivez ici avec une vitesse VA qu'on vous donne dans le texte, mais à partir de ce point A, le mobile il va continuer son mouvement sans
sans cette force F pour arriver au point B. Bon, alors s'il arrive au point B, bien sûr, il va s'arrêter. Donc on va travailler sur cette phase-là, entre A et B, où la force F n'existe plus. Bon, on vous dit dans le texte, à partir de la position, le solide n'est plus soumis à la force F et s'arrête en une position B. En choisissant, alors bien on choisit comme nouvelle origine des abscisses l'instant de passage de G par A et comme nouvelle origine des dates. En utilisant les équations différentielles, ou bien l'équation différentielle qui a été trouvée, montrer que entre A et B, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Comment on va faire? Bon, maintenant on va effacer cette partie-là pour montrer que le mouvement est rectiligne uniformément varié en se basant toujours sur notre équation différentielle. Bon, je rappelle le numéro de la question ici, c'est la question 3.1. 3.1. Revenons à l'équation différentielle. L'équation différentielle, on a dit que c'était d carré xg sur dt2 égale f sur m moins g sinus alpha. Dans ce cas ici, f n'existe plus, ça veut dire que f égale à 0. Cette relation, ça va devenir d carré x g sur dt2 égale moins g sinus alpha. Et on a vu que d carré x sur dt2, c'est tout simplement l'accélération ag égale moins g sinus alpha. Or, g ici est une constante. Sinus alpha est une constante. Donc, a, g est une constante. Et lorsque vous avez une accélération constante, vous avez vu au cours qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Bon, on pourrait dire que c'est un mouvement qui est uniformément varié, puisque la trajectoire est une droite, donc on pourrait dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Ça, c'est la phase AB. 3.2. Déterminer la distance AB. 3.2. Déterminant la distance AB. Comment on va faire pour déterminer cette distance AB? Essayez de réfléchir un petit peu, puisque dans le texte on ne vous donne pas le temps. On va chercher quelque chose, une relation qui est indépendante du temps. Donc, la relation indépendante du temps, vous le savez dans le cours, c'est la vitesse finale ici, c'est VB au carré, moins la vitesse initiale, VA au carré, égale 2AG facteur de XB moins XA. Bon voilà, une petite remarque, pour ne pas confondre la première accélération dans la première phase avec l'accélération dans la deuxième phase, donc je vais la noter par exemple A'. Comme ça, on ne va pas confondre les deux. On va noter ça A'. A' par exemple. Bon, cette nouvelle accélération concernée par la deuxième phase. Là, vous avez votre vitesse égale à 0, car le corps il va s'arrêter. Moins VA au carré égale, accélération va être remplacée par moins G sinus alpha. Donc ça vous donne moins 2G sinus alpha, facteur de XB moins XA. Bon, XB moins XA, c'est tout simplement la distance AB. Donc, le moins avec le moins s'en va, et ça va vous donner AB égale VA au carré sur 2G sinus alpha. Ça, c'est votre distance que vous pouvez calculer. Faisons le calcul. Application numérique. AB égale la vitesse. Dans le texte, on nous donne 2,4 mètres par seconde. Donc 2,4 au carré sur 2 fois G, c'est-à-dire 2 fois 10, fois sinus de 30, 1,5. Donc le 2 avec 2, ça s'en va. Essayez de faire le calcul de 2,4 au carré
sur 10. Faisons le calcul 2,4 au carré. Ça vous donne 5,76 bon, sur 10. Bon, ce qui vous donne 5,76 10 puissance moins 1 mètre. Ça, c'est la réponse à la question. Reprenons maintenant pour la dernière question. Calculer l'intensité R de la réaction du plan incliné pendant chaque phase du mouvement. Bon, nous avons deux phases. On va se poser la question, est-ce qu'il y a frottement dans la deuxième phase? Dans le texte, on nous dit que dans tout l'exercice, il n'y a pas de frottement. Donc, on va supposer que R dans les deux phases est perpendiculaire à l'axe OX. Comment on va faire pour trouver R? Bon, pour trouver R, l'astuce c'est de travailler sur l'axe où se trouve R. Tout simplement, on va travailler sur l'axe Y ou bien la normale. Bon, on va reprendre. Ça c'est la question 3,3. 3,3. Déterminant la valeur de R, la réaction. Bon, qu'est-ce qu'on a comme relation? Si on prend notre première relation de départ, nous avons P plus R plus F égale à MAG. Ça, c'était le départ. Si on prend la première relation comme ça, dans la première phase, et on projette sur l'axe des Y, parce que là, on va travailler, pour trouver R, on va travailler sur cet axe-là. Bon, pour P, on va le remplacer par PY. Et c'est moins PY, parce que l'axe que j'ai orienté ici, c'est vers le haut. Bon, si vous prenez l'axe en bas, ça sera positif. Et pour R, comme vous voyez, c'est l'opposé. Ici, R, c'est Rn. Donc, plus R. Pour F, n'existe pas, c'est 0. Égal à MAG. Puisqu'on n'a pas de mouvement sur l'axe des Y, on va mettre ici 0. Ça veut dire que R, qui est ici le Rn, c'est tout simplement PY. Qu'est-ce que c'est que ce PY? PY, ce n'est pas une donnée du texte. Comme ce qu'on a fait pour le PX, on va faire la même chose. Bon, je vais effacer ça. Regardons notre triangle. Là, ce triangle-là, si vous travaillez avec le cosinus de l'angle alpha, vous savez que le cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent ici, c'est PY. L'hypoténuse, c'est P. Donc, PY peut être remplacé par P cosinus alpha ou encore mg cosinus alpha. On va reprendre ça dans notre équation. Donc R est égal à mg cosinus alpha. Et cette valeur, elle est aussi valable pour la phase AB, parce que toujours F n'existe pas et les frottements sont négligeables. Donc, application numérique, R égale 0,1, on va dire 100 grammes, fois 10, fois cosinus de 30. Le cosinus de 30, vous n'avez qu'à chercher dans votre calculatrice, ça vous donne 0 cosinus de 30. Je le remplace par 0,86. Donc ici, 10 moins 1 fois 10, ça fait 1, donc le résultat R égale à 0,86 newtons. Exercice est terminé et on va continuer un deuxième exercice.